Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation? Vous êtes en jam, tout le monde s'amuse, un chanteur est là, il y a un batteur ou un type avec un caron, un bassiste, deux pianistes, deux guitaristes. Bah du beau monde quoi. Quelqu'un lance un morceau dont personne ne connaît les accords, et après 15 minutes de discussion pour expliquer que c'est un la mineur et un mi qu'il faut jouer en boucle, le premier guitariste se lance. Et là c'est le drame. 3, 2, 1, let's jam. Bonjour, c'est Sébastien, d'Objectif Guitare, salut. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc qui m'énerve extrêmement fort et qui revient dans toutes les jams de la planète. Mais avant ça, il y a mon ebook, comme d'habitude, que tu peux télécharger dans la description. Ça parle de théorie appliquée à l'improvisation. Et ça t'aide à improviser, quoi, donc sans plus attendre, hop. Alors, j'ai dit dans l'intro qu'il y avait un chanteur, deux pianistes, deux guitaristes. Et pourtant, vous avez pu observer que notre cher ami Simon nous a fait un beau barré comme premier accord. Et ça, c'est l'erreur que la plupart des guitaristes font en jam. Alors, évidemment, que ce soit bien clair, je n'ai rien contre les barrés, hein, évidemment. Ni contre les accords ouverts, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont une place qui est très importante, et parfois, c'est même indispensable dans certains contextes. Mais, quand on se retrouve dans une même pièce, avec autant d'instruments qui peuvent s'occuper de la mélodie comme de l'harmonie, il faut savoir être altruiste et savoir se placer. Imaginons donc que malgré mon regard des approbateurs, notre cher ami Simon ait continué sur sa lancée. Ah oui d'ailleurs, ne faites pas de regard des approbateurs en jam, c'est pas bien. S'il avait continué sur sa lancée avec son barré, je n'aurais eu aucun problème à trouver une petite ligne mélodique pour l'accompagner ou un truc du genre. J'aurais fait quelque chose de complémentaire plus haut sur le manche. Aucun problème jusqu'ici. Mais rappelons-nous qu'il y a deux pianistes en plus. Aucun des deux ne peut vraiment s'occuper de la basse, puisqu'il y a déjà un bassiste, et niveau harmonie, ça commence déjà à se remplir, il y a déjà deux guitares qui s'en chargent, donc leurs quatre petites mains, là, elles ont plus grand chose à faire. Alors évidemment, je dis ça, mais il y a beaucoup de manières de s'en sortir, ils peuvent trouver beaucoup de place. Mais si tout le monde dans cette jam pense comme notre cher ami Simon, eh ben on va pas aller bien loin. Il y a une raison à tout cela, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une jam, dans un arrangement, dans une compo, dans une cover, quoi que ce soit, chaque note que vous jouez a une place et un sens par rapport à elle-même et par rapport aux autres. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur un seul aspect de cette fameuse place, et ça va être la hauteur de la note. Grossièrement, il faut faire en sorte que chacun ait une fourchette de notes à respecter en fait. Exemple, si je reprends le Fa majeur de tout à l'heure de notre cher ami Simon, est-ce que vous vous rendez compte de la place que ça prend en termes de hauteur de note? Si je vous montre l'espace que ça prend sur un piano, ça donne ça. Autant vous dire que parmi les deux pianistes, il y en aura au moins un qui va se faire chier, et ce pianiste va peut-être prendre la place du soliste pour se venger, et il va soloer pendant toute la chanson en fait. Et ça c'est pas cool. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, si deux musiciens jouent sur la même octave, c'est pas grave, hein. Il y a même des fois l'unisson entre deux instruments qui est voulu dans certaines chansons. La raison, ça pourrait être que la combinaison des timbres de deux instruments différents va rajouter quelque chose au propos. Donc le timbre, c'est ce qui fait vraiment la signature du son de l'instrument. Et si on combine par exemple un saxophone et une guitare, eh ben ça va donner un son, un troisième son qui est différent. Mais bon, ici, comme je l'ai dit, on se concentre principalement sur la hauteur des notes, pas sur le timbre, ni sur l'articulation, etc. Donc se répartir les tâches, se répartir la hauteur du son entre les instruments, ça va permettre d'en dire plus dans notre cas. Examinons maintenant un autre cas, dans un monde parallèle, où notre cher ami Simon joue autre chose qu'un vilain barré. Il joue ce Fa majeur un peu à la Hendrix, donc si je vous montre sur le piano l'espace que ça prend, ça donne ça. Et si je compare avec tout à l'heure, je vous laisse voir la différence d'espace que les deux arrangements prennent. On peut donc voir que ça laisse beaucoup plus de place au bassiste et aux deux pianistes. Et vous n'êtes pas moins expressif pour autant, au contraire, parce que vous pourrez rajouter des petites extensions, des petites notes de mélodie, quoi. Alors évidemment, c'est pas une règle absolue, des fois le barré avec les 6 cordes, comme le Fa majeur qu'on a vu au début, ça peut être une solution. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes le seul instrument harmonique, par exemple, si vous êtes un chanteur et un guitariste ensemble, ça peut être tout à fait approprié. Tout dépend du contexte et de la place que vous occupez. Mais encore une fois, dans notre cas, dans le cas qui nous occupe et dans beaucoup de jams, on se retrouve avec plusieurs instrumentistes, notamment deux pianistes, deux guitaristes, un bassiste. Bon, c'est un cas un peu extrême, mais ça arrive. Là, il faut savoir faire de la place aux autres. Alors évidemment, il faut pas prendre non plus 10 minutes avant chaque morceau pour dire « Ouais, toi tu joues sur cette octave, toi tu joues sur cette octave ». C'est débile. La façon dont ça devrait se faire, selon moi, c'est que la personne qui lance le morceau devrait lancer le morceau avec une partie qui est assez aérée que pour que ça sonne comme une invitation. De là, tout le monde devrait se lancer en jaugeant quelle place il pourrait occuper en sachant ce qu'il a à offrir et en sachant que les autres occupent déjà une place. Et évidemment, là je parle de jam improvisé, mais ça vaut très bien pour vos arrangements, vos compositions, etc.
Il suffit de voir un arrangement de Vulfpeck pour s'en rendre compte. Ce groupe est vraiment génial à analyser au niveau des arrangements. Mais je vous vois déjà venir, si je parle de Vulfpeck, vous allez dire « Ouais, mais il y a des arrangements où ils utilisent des barrés sur des guitares acoustiques. » Oui, c'est vrai. Mais ça a une place quand même, une certaine place. Dans Lonely Town, par exemple, ou dans Love is a Beautiful Thing, il y a Theo Katzman qui utilise ses accords barrés, ok, qui n'utilise pas des versions réduites de ça, et pour moi c'est vraiment pertinent. Alors déjà parce qu'il y a le côté percussif de la guitare acoustique dans la façon dont ils la font sonner. La deuxième raison pour moi c'est que ça rajoute une certaine connotation. Je trouve qu'il y a un truc culturel qui s'est formé avec la guitare acoustique, qui donne tout de suite ce côté un peu jouable au coin du feu, quoi. Un truc un peu intimiste. C'est un truc qui est peut-être lié avec les premiers bluesmen qui jouaient à la guitare acoustique, peut-être les Beatles aussi, jusqu'à nos jours. C'est un truc qui s'est vraiment construit et qui est culturel pour moi. Et ce son est vraiment lié à l'utilisation de gros accords barrés et de gros accords ouverts qui prennent beaucoup de place. Du coup voilà, je pense que cette connotation jouable au coin du feu, c'est une raison suffisante pour jouer des accords barrés comme ça. La guitare acoustique, là, elle occupe une place bien définie dans la chanson. Elle utilise des accords barrés et baveux que j'aime pas voir en jam, mais ça a un sens. Puis bon, quand on fait attention au volume de l'acoustique dans les deux arrangements, on se rend compte que la guitare acoustique, là, son but, c'est pas d'être l'instrument le plus loquace en termes d'harmonie. Mais nous nous éloignons une fois de plus du sujet parce que je veux surtout aborder l'aspect hauteur du son. Du coup, je vais vous donner quelques conseils, quelques idées pour avoir des compos, des arrangements et des jams plus intéressantes. Le premier conseil, La technique des 3 cordes. Et si pendant tout un morceau, vous vous limitiez à seulement 3 cordes. Par exemple, la corde de Ré, la corde de Sol et la corde de Si. La basse ou le piano qui fait la basse s'occuperont du rôle de votre corde de Mi et de La. Et il y aura plus de place pour des instruments qui feront la mélodie ou des instruments qui complètent votre harmonie. On n'est pas limité avec cette technique. On peut jouer n'importe quel morceau rien qu'avec ces 3 cordes. Et vous pouvez même aller plus loin en décidant de n'utiliser que 2 cordes. Après tout, un intervalle, c'est assez pour souligner les couleurs d'un accord. Ceci est un mi mineur. le deuxième conseil qu'on peut vous donner, Le riff pour dire l'harmonie. Vous n'avez pas besoin de jouer des accords pour faire comprendre quel accord est joué. Il suffit simplement que les notes importantes soient jouées. Si on prend par exemple ce riff indémodable des Red Hot, vous aurez reconnu Can't Stop des Red Hot Chili Peppers. On peut y déduire la progression d'accords rien qu'avec le riff. Ça fait donc mi mineur, Ré majeur, Si mineur et Do majeur. le troisième conseil, Taisez-vous. le quatrième conseil, Écoutez du James Brown. Alors, il n'y a pas que James Brown, évidemment, et si vous êtes un métalleux pur sang, ça va vous faire chier, mais c'est important d'écouter du James Brown. James Brown, c'est vraiment une expérience métaphysique pour un guitariste. C'est-à-dire que dans toutes ses chansons, t'as un gars qui a un riff, un groove, il le tient pendant 10 minutes, et puis c'est tout, quoi. C'est sûrement un de mes conseils préférés. Taisez-vous. Alors blague à part, peut-être que se taire c'est une bonne idée dans une musique. Vous avez peut-être déjà entendu ce conseil, mais c'est vrai que si une ambiance doit se créer, c'est peut-être sans vous. Votre moment arrivera plus tard dans la chanson, peut-être. Je crois que c'est le point faible de tous les guitaristes, particulièrement moi. Et donc c'est pour ça que le 6e conseil est... Conseil au jeune homme découvrant la vie. Et voilà, c'est là-dessus que la vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas, il y a l'ebook gratuit dans la description qui parle d'improvisation et de théorie appliquée à l'improvisation, n'hésitez pas à le télécharger. Et puis sur ce, à plus quoi!